Let's go, hein. Le hack dont personne ne parle. Cet iPhone pourrait être piraté sans que je le sache. En fait, moi, ça m'intéresse parce que j'ai un iPhone. Voilà. Si vous n'avez pas d'iPhone, force à vous, mais... Mon micro, mes données de localisation, tous mes contacts, mots de passe ou même mes messages, tout pourrait être siphonné en continu sans que je m'en rende compte. Et pour être infecté, personne n'aurait eu besoin d'y toucher. Ils auraient juste eu Mais ça, c'est déjà ce que fait Apple, non? D'observer les gens tout le temps. besoin de mon numéro de téléphone. Genre, ça vous fait jamais ça, des fois? Vous êtes là, vous vivez votre meilleure vie, vous parlez, et d'un coup, le téléphone, il se met à vous répondre. Il dit « Désolé, je n'ai pas compris ce que vous avez dit ». C'est badant un peu, ce truc-là. Vraiment. Et moi, j'ai envie de mettre du scotch sur mon téléphone. Hein. Je vais mettre du scotch partout. Hein. Je vais faire comme les boomers. Le classique. Bah oui. Le scénario fait bien flipper et c'est pourtant ce qu'ont découvert des chercheurs de Kaspersky ces derniers mois. J'ai désactivé ça day one. Mais je pense que même si tu le désactives, ça ne le désactive pas en vrai. Je pense qu'une fois que tu achètes un téléphone comme ça, un smartphone, il faut t'habituer à ce que tu puisses être observé. Voilà. Après, la question, c'est pourquoi on vous observerait vous? Genre en mode, c'est de la collecte de data. Il y a personne... En fait, c'est un peu un syndrome, genre je suis le centre du monde, quand vous croyez que, parce que votre iPhone vous écoute, il vous écoute vous, précisément, quoi. Après, si jamais vous êtes un lanceur d'alerte ou quelque chose comme ça, oui, vous avez peut-être à craindre, voilà. Ils en ont été victimes eux-mêmes. Et ils ont raconté tout ça dans une conférence et une série d'articles passionnants qui retracent comment ils ont découvert ce malware extrêmement sophistiqué sur leurs iPhones. Évidemment, tout ça est extrêmement technique, donc on va faire le maximum pour rendre ça accessible. Alors on pourra pas tout aborder déjà. Observation de masse. Bah en soi, moi je me pose des vraies questions quand même sur le milieu politique, hein. Parce que ça devient une autre méta. C'est plus simplement être observé en permanence, faire partie des stats. On sait jamais. Quand ça commence à cancel des events avec Butler, des machins, que discrètement le H, ça veut lui faire la peau. Des fois je me dis, waouh, il n'y a pas des gens de chez PDH sur écoute. Voilà, je me pose des questions, c'est sûr. Hein. Bref. Il ne révèle pas tout, mais aussi car on va se concentrer sur le plus intéressant. Pour nous épauler, on a donc la chance d'avoir Mathis Hamel, un ami consultant en cybersécurité que je vous conseille de suivre sur Twitter ou sur Twitch. Bon, je le harcèle pour qu'il reprenne les lives. C'est quoi l'histoire de l'event PDH Butler? Pour le coup, j'ai pas envie de résumer. Il y a Dany Arras qui ont fait une VOD, donc tu peux aller voir. C'est un peu long à expliquer, donc tant pis. Va voir la VOD. D'ailleurs, moi aussi, je live chaque semaine, donc passez me voir par pitié. Mais avant ça, si vous avez peur de voir vos données traîner sur Internet, laissez-moi vous parler du sponsor qui nous accompagne aujourd'hui, Incogni. Si vous traînez sur Internet, il y a de grandes chances que vos données personnelles soient récoltées par les... Ah putain, c'est une pub, pardon. Ah merde, je suis revenu au début. Incogni. Ok, c'est bon. Cette sombre histoire de hack. Tout commence dans les locaux de Kaspersky à Moscou en fin 2022. Parmi tous les employés qui bossent régulièrement sur les questions de cybersécurité, il y a une équipe spécialisée, la Great Team. Ce sont d'énormes cracks qui sont spécialisés sur les APT, c'est-à-dire les groupes de hack les plus dangereux du moment. Ok. C'est donc eux qui sont chargés de comprendre comment ces groupes agissent, mais aussi comment fonctionnent leurs virus. Après, c'est fascinant parce que c'est là que tu te dis, en fait, un antivirus, c'est pas rien, quoi. Il y a quand même des gens qui taffent sur les méthodes des hackers les plus influents. D'habitude, ils regardent tout ça un peu de loin, on appuie à leurs clients, mais ce jour-là, l'alerte vient de chez eux. Et ils découvrent quelque chose de louche sur leur réseau. Okay. Et qui plus est, un réseau Wi-Fi où il n'y a que leurs iPhones qui sont connectés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, leur système de sécurité détecte une activité suspecte, du trafic vers des noms de domaine qui n'ont rien à faire là. Et à chaque fois, juste avant, une requête iMessage qui vient des serveurs d'Apple. Et le problème, c'est qu'aucun des chercheurs ne comprend ce que c'est. S'ils utilisent bien leurs iPhones, ils n'ont pourtant pas reçu ou émis de messages aux horaires indiqués. Alors certes, il y a du trafic régulier en background, mais là, ce truc avec les domaines est vraiment très suspect. Première alerte. Et en creusant un peu, ils se rendent compte que tous ces noms de domaine ont des points communs. Ils sont tous déposés chez Namecheap, un hébergeur de domaines. Backup Rabbit, Snowy Analytics, ok. Ils sont tous protégés par Cloudflare et ils sont toujours nommés de la même façon. Okay. Deuxième alerte. Mais rien ne semble montrer que leur iPhone est infecté. Tout fonctionne normalement. Il n'y a pas d'erreur particulière ni de comportement suspect. Juste ces connexions louches, encore et encore. À partir de là, ils se doutent que quelque chose ne va pas, alors ils passent en mode contre-espionnage. Ils n'en discutent pas à l'oral et ils mettent de côté leur téléphone. Et lorsqu'ils les analysent, ils les isolent dans des boîtes de Faraday, histoire d'être sûr de bloquer toutes les communications. Oui, c'est ça, les boîtes anti-ondes, c'est ça, les boîtes de Faraday. Attendez, ça ressemble à quoi? Les boîtes de Faraday. Boîte de Faraday. Ok, oui, c'est une boîte comme ça. C'est juste une sorte de boîte comme ça, quoi. Ok. Le mode opératoire... C'est du cuivre, ok. À partir de là, c'est de vérifier ce qui se passe sur les téléphones et aussi du côté des serveurs. Premièrement, le téléphone.
Ils vont essayer avec des outils classiques de forensic, mais ils ne fonctionnent pas sur ces versions d'iOS. Alors ils passent par le backup iTunes de leurs iPhones, qui, aussi étonnant que cela puisse paraître, est encore très utilisé, car il permet d'obtenir une copie presque parfaite de votre iPhone. C'est aussi une excellente façon de fouiller sans éveiller le moindre soupçon. Et là encore, il n'y a aucune trace habituelle qu'on pourrait retrouver lors d'un hack. Mais en fouillant toute la structure, ils finissent enfin par trouver un début de piste. Des dossiers de pièces jointes complètement vides. Alors forcément, s'il y a des dossiers qui sont créés, ça veut dire qu'il y avait une pièce jointe dedans à un moment. Quand tu fais un peu de reverse, tu te dis qu'il y a un truc un peu bizarre qui se passe. T'as de l'activité, mais derrière tout est nettoyé. Ça, forcément, c'est qu'il y a du monde qui est passé par là, quoi. Et puis en allant regarder d'autres fichiers, il se penche sur une base de données, datausage.sqlite, qui enregistre les connexions réseau du téléphone. Là encore, vous avez compris, rien de suspect de prime abord. Si ce n'est les traces d'un processus qui n'a rien à faire là. Backup Agent. C'est un processus qui existe bel et bien sur iOS, mais qui Et du coup, c'est pour faire quoi? C'est pour faire une copie de ton iPhone et te l'envoyer en pièce jointe, c'est ça? est obsolète depuis déjà plusieurs années. Mais en plus, qui n'est pas du tout censé. Mets ton tel dans le micro-ondes, personne peut te tel? Ah bon? Le micro-ondes, c'est une boîte de Faraday. Ah ouais? Ah, c'est bon à savoir ça en vrai. Alors ça servira à rien, mais bon. C'est recevoir ou envoyer des données. Ce qui est pourtant le cas ici. On a donc de toute évidence une pièce jointe reçue par les iPhones et qui est immédiatement supprimée et qui envoie ensuite des données sur des sites étranges. Au moins ça progresse. À partir de là, ce qui serait vraiment pratique, ce serait d'avoir la pièce jointe en question. Sauf qu'elle n'apparaît jamais sur On le... voit les militants ici. Ah oui, mais c'est un peu golemon. Tu rentres chez toi et tu mets ton téléphone dans le micro-ondes. Mais en fait, globalement, le téléphone il était activé jusqu'à ce que tu rentres chez toi, quoi. Enfin, ça n'a rien changé. les backups. Alors les chercheurs de Kaspersky vont tenter d'intercepter tout le trafic des iPhones Pendant les réus. Ah, mais oui, lors des réunions. Ah bah oui, logique. Logique. Ok, donc la boîte de Farfadet à moindre coût, c'est le micro-ondes. C'est-à-dire que si jamais c'est fait des réunions de militants, ça met tout dans le micro-ondes, quoi. Ok. Je savais pas. grâce à un proxy. On appelle ça du man in the middle. Il n'y a plus qu'à attendre une réinfection. Même un micro-ondes HS. Ouais, mais après, il faut une fiabilité quand même. Est-ce que vous pensez que ça peut pas quand même passer par la petite porte en verre à la casse? Genre, c'est vraiment sûr. C'est ça dont j'ai peur. Parce que bon. Prenez pas de téléphone en réu. Ah si, tu les mets dans la boîte de Farfadet. Tu boufferais. Sinon, tu boufferais des micro-ondes en permanence. Pourquoi pas juste éteindre le tel? Ah, tu boufferais des micro-ondes, ok. Tu testes, t'appelles. Oui, tu peux tester, c'est vrai. Faut allumer le micro-ondes. Non, non, je crois pas. Et pour le savoir, ils mettent d'ailleurs en place un bot Telegram pour recevoir des alertes quand c'est le cas. Kaspersky devrait pouvoir à ce moment-là intercepter tout ce qui rentre ou sort de l'iPhone. Sauf qu'en réalité, Apple protège tout ce qui passe par iMessage. Impossible de lire en clair ce qui se passe et impossible donc de choper cette foutue pièce jointe. Bon, ils ont malgré tout pas mal progressé. Ils peuvent pas aller plus loin pour le moment côté iPhone, alors ils vont voir ce qui se passe après l'infection initiale du côté des requêtes vers le serveur. Sauf que le serveur attend une clé spéciale pour accepter la requête, une clé qui repose sur une autre clé privée gérée par le serveur. Sauf que Kaspersky ne dispose pas de ces clés, mais ils vont réussir à générer leurs propres clés, publiques et privées, et à les utiliser en faisant croire grâce au proxy que tout est ok. Et ça passe. En gros, Kaspersky vient juste de changer la clé et la serrure de la porte qu'il voulait ouvrir. Et derrière cette URL, il y a un script. Et le taf d'une partie de ce script, c'est d'afficher ceci. Un triangle jaune. D'accord. Ce triangle jaune permet de savoir quel processeur graphique vous avez, la résolution de votre écran, la version du navigateur, et donc sûrement de l'OS, et plein d'autres choses. Ah. Juste en affichant un triangle. On appelle ça du canvas fingerprinting. C'est Golemon le hacking. En gros, en faisant afficher un triangle à l'iPhone et en ayant un retour sur comment il s'est affiché, ça donne des infos pour ensuite potentiellement pouvoir vous hack parce qu'on a des infos sur le modèle de votre iPhone plus précises. C'est ça, non? C'est ça, tu vas avoir différents moteurs de render en fonction des navigateurs. Oui. Typiquement, en fait, sur comment tu gères les pixels qui sont au bord C'est du une première étape pour avoir accès au téléphone ensuite. triangle. L'aliasing, en fait, entre la C'est l'idée. surface pleine et le background. Ces petites valeurs de pixels-là qui peuvent être quasiment toujours identiques d'un iPhone à l'autre, en fait, même juste un bit de différence, ça te permet d'identifier exactement sur quel iPhone tu vas être. Mais c'est vrai que ok. intuitivement, moi, je me dis que à quel point c'est efficace ce truc-là. Bon, apparemment, ça marche bien, mais ouais, c'est surprenant qu'ils fassent ça comme ça plutôt que de juste récolter en masse. Mais c'est aussi une manière, en fait, de le faire de manière super discrète. Alors pourquoi ils font tout ça? Eh ben on sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'ils cherchent à savoir quel type de matos ils sont en train d'infecter. C'est ce qu'on appelle un validator.
Ok, on appelle ça un validator. Putain, je savais pas. En vrai, je suis dedans, hein. C'est pas trop compliqué. Il y a des trucs de hacking où je suis perdu, je suis en mode, waouh, qu'est-ce que je regarde? Mais là, c'est clair pour l'instant, hein. Validator, ok. Ils sont satisfaits, ils balancent la suite de l'attaque, sinon ils se contentent de supprimer toutes les traces de leur passage. Et dans cette suppression, il y a 2 lignes de code qui vont particulièrement interpeller les chercheurs. Une requête pour supprimer un fichier .watchface, c'est-à-dire un fichier de 4 ans d'Apple Watch qui peut se partager par iMessage. De toute évidence, c'est un très bon candidat pour être la pièce jointe qu'ils cherchent désespérément depuis le début. Alors étonnamment, ils ne mentionnent qu'une seule fois ce fichier .watchface dans un de leurs articles. Dans le reste de la conférence, ils disent que c'est un .pdf qui a lancé l'infection. Alors on a trouvé ça curieux, on a écrit à un des chercheurs qui nous a dit la suite au prochain épisode dans un autre article. En attendant, nous on aime bien croire que c'est un fichier .watchface plutôt qu'un PDF. Dans le doute, vous savez tout. Ok, on va s'arrêter là sur cette partie, on va repartir au début, chercher cette pièce jointe. Ouais. Dans tous les cas, ils ont enfin une preuve concrète qu'il y a bel et bien une pièce jointe qui se fait supprimer. Alors ça les motive à creuser de ce côté, et ils vont se taper des journées sûrement très fun à éplucher toutes les docs possibles des pièces jointes d'iMessage et leur chiffrement. Ce qui était plutôt une bonne idée car ils vont découvrir quelque chose d'essentiel. Si Apple chiffre très bien tout ce qui passe sur iMessage, genre les numéros ou les messages, il y a une exception à ça, et c'est les pièces jointes. Avec un peu de savoir-faire, enfin surtout une équipe de cybersécurité assez béton, il va être possible de les récupérer. En gros, une pièce jointe d'iMessage, c'est 2 choses. Le fichier qui est chiffré et la clé pour le déchiffrer. Et Kaspersky se rend compte d'un truc très intéressant. Si le téléchargement du fichier est corrompu en cours de route, alors le téléchargement ne se termine pas correctement. Et dans ce cas précis, si le téléchargement s'annule, la suite de l'attaque ne se lancera pas. Et dans la suite de l'attaque, il y a quoi? Les fonctions pour supprimer toutes les traces suspectes. Et dans ces traces, coup de bol, il y a justement Là, je suis perdu. J'ai plus compris, là. la clé qui permet de déchiffrer la pièce jointe. Le chiffrage, je vois ce que c'est, mais je vois pas l'astuce. En mode, ils arrivent à contourner le déchiffrage. Le chiffrage. Kaspersky peut donc désormais choper le fichier chiffré et la clé pour le déverrouiller. Ok. À partir de là, c'est super, parce qu'ils ont la pièce jointe compromettante, leur watchface ou le PDF, on sait pas trop, et c'est donc parti pour des mois de travail afin de comprendre ce qui se passe vraiment. Ils découvrent alors que la pièce jointe va activer une faille Zero Day basée sur TrueType, un format de police créé par Apple dans la fin des années 80, toujours très... En fait, c'est fascinant parce que pourquoi il y a des hackers qui essayent de s'attaquer à Kaspersky en mode, ils leur donnent à manger. Littéralement, les gens, ils sont en mode, ils sont là, ils travaillent, ils ont rien à faire. Puis il y a des hackers qui leur offrent un petit boulot, quoi. très utilisé aujourd'hui, et qui comportait une faille extrêmement vieille, jamais Pour trop tester leurs produits. remarquée jusque-là. Ouais, c'était des vieilles fonctions, donc les fonctions adjust, qui sont plus utilisées et qui sont plus du tout dans la spec officielle de TrueType, mais qui sont quand même là dans l'implémentation des iPhones, et malheureusement, il y a une vulne dessus, donc... On est donc face à des gens qui ont une connaissance extrêmement pointue, ou alors qui ont passé un peu trop de temps à fouiller, ou alors qui ont cette faille depuis très très longtemps. Elle travaille sur une section mémoire, et sauf qu'en fait, de la manière où c'est implémenté, tu peux t'arranger pour qu'elle aille modifier juste un octet, enfin ou une valeur à l'extérieur de cette zone mémoire-là, et en fait, à partir de ça, bah, tu peux prendre le contrôle sur la section suivante, et en fait, de fil en aiguille, tu peux exécuter le code que tu veux en utilisant juste ce petit octet d'erreur. Ouah, j'ai pas compris. Bon, sur ce passage-là, on va... Buffer overflow. Ota, tu veux pas m'expliquer en vocal? Tu veux pas passer 5 minutes et expliquer? Si tu veux. En vrai, je voudrais bien. Attends. Est-ce que... Je sais plus si je t'en ai mis, Ota. Attends. Je le retrouve. Attends. Ah, voilà. Ah, mais oui. Vas-y, bah écoute, je t'appelle Ota, c'est bon? Vas-y, tu veux pas expliquer? Je vais faire des métaphores et tout. Ça va m'aider. J'ai trop envie de comprendre en vrai. Allô? Et salut! Ah, salut Ota. Comment ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Alors attends, je vais quand même mettre ton stream histoire que je vois la vidéo. Ah, tu... Du coup, buffer overflow ou dépassement de tampon. En fait, c'est tout con. C'est que tu as une zone de mémoire en général où tu peux écrire, donc comme il a dit, et dans laquelle tu vas pas avoir spécialement de droit. C'est un truc, par exemple, je sais pas moi, où tu vas changer des valeurs mais qui n'ont pas d'intérêt. Merci en Vargey. fait- Mais attends, je comprends pas. C'est une zone mémoire où tu peux écrire.
as accès sur. On va te donner des autorisations sur une zone mémoire qui te sert à rien. Par exemple, pour envoyer un email ou un truc, tu vois. Un truc qui n'a pas de réelle valeur. Ok, Et en fait, ok, comme un bloc-notes, genre. voilà, c'est ça. Ok. Et c'est délimité. Par exemple, ça va être de 0 à 45. C'est la zone mémoire, tu vois. D'accord. Sauf que cette zone mémoire, elle est dans une... comment dire? Plus haut niveau, on me dit. Ah oui, bah, plus haut niveau, c'est simple. C'est qu'en gros, on te donne, on te donne un champ à remplir. Et toi, tu vas bourrer pour essayer de taper à l'extérieur du champ vers une zone qui t'intéresse et à laquelle, normalement, tu n'aurais pas accès. Ah, c'est comme quand t'écris un tweet et que tu spammes une lettre alors que le tweet, il te dit qu'il n'y a plus de place. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que au lieu qu'ils te disent qu'il n'y a plus de place, eh ben, tu vas devenir administrateur de Twitter, par exemple. Quoi? C'est ça. Parce que si tu veux, le fait que dans la mémoire, il y a aussi le fait que que ton compte est administrateur ou non. Et toi, ton but, c'est de bourrer ta zone mémoire pour aller taper dans la case où c'est défini si tu es administrateur ou non. En gros, en gros, il y a un serveur et tu le bourres en spammant, en ayant un logiciel qui spamme, pam, pam, comme ça. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce que tu vas insérer ce qu'on appelle un payload. Alors c'est là, le problème, c'est qu'on a un truc un peu plus compliqué, quoi. Attends, C'est un... Charles qui dit un programme, il exécute comme les ordres, comme un menu au resto. Ok. Au début, tu as l'entrée, le plat, puis le dessert. Imagine que tu peux changer le menu pendant l'entrée pour dire le fromage, c'est de prendre le contrôle du restaurant. Quoi? Oui, voilà. Oui, c'est une belle métaphore. Je comprends pas. C'est qu'en gros, là, par exemple, au lieu de te parler normalement en français, je vais dire un truc incompréhensible et pam, je vais devenir admin du stream. Oui, mais pourquoi? Parce que le truc ultra compliqué que tu comprends pas, l'ordinateur, il l'interprète et ça va aller en dehors des cases. En fait, c'est des trucs où c'est plus gros que ce que tu es censé mettre. Et du coup, tu vas en dehors. Et le but, c'est de mettre suffisamment plus gros pour aller en dehors là où tu veux. Ah, mais c'est comme si tu clippais dans une texture. Ouais, c'est du glitch. C'est complètement du glitch. Ah. Tu hypnotises l'app. Waouh, mais si on peut faire des trucs comme ça, c'est fou. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a une vidéo de Micode sur les virus dans Téléchargement qui explique tout en détail. Ok. C'est qu'en fait, ouais, on te file une petite case et toi, tu vas bourrer dans tu vas bourrer un texte, par exemple, dans cette petite case pour essayer d'aller taper une zone mémoire que tu as déjà identifiée normalement et pour modifier, écrire dans cette zone mémoire alors que normalement, il n'y a pas du tout accès. Bah en fait, je vois pas ce que c'est qu'une zone mémoire, moi. Tu vois tes 8 Go de RAM là? Ouais, ça, je vois. Ben, ça fait un sacré paquet de... Ça fait de la place, ouais. 8000 machin bits. Ouais. Un bit, c'est un octet, et tes zones mémoire, c'est ça. Ouais. Et en fait, elle est compartimentée, ta mémoire. Ok. Tu vois, t'as une partie qui va servir à OBS, t'as une partie qui va servir à ton navigateur, t'as une partie qui va servir à machin. Et sauf que normalement, de ta zone mémoire de ton navigateur, par exemple, tu peux pas les taper sur OBS. Mais avec un buffer overflow, tu pourrais genre faire un truc dans ton navigateur, dans l'idée, hein, ça marche pas comme ça, mais dans l'idée, tu pourrais taper un truc incompréhensible dans ton navigateur qui va essayer de le faire parce que tu as droit d'écrire des trucs dans ton navigateur, mais ça va glitcher et il va aller taper dans la zone mémoire d'OBS, alors que normalement il n'est pas censé y avoir accès. Ah. Comment ça se fait que la mémoire sont connectées? Ben, la mémoire elle est continue, c'est physique. Oui. C'est-à-dire que ta barrette mémoire, elle est... les 8 Go, ils sont dans une barrette mémoire, donc c'est... La RAM, c'est contigu. Oui, en fait, la RAM, c'est comme un énorme fichier bloc-notes de 8 Go avec des pixels. Et toi, c'est comme un énorme classeur même. Ok, et en fait, toi, elle se compartimente. Il y a un logiciel qui prend telle place dans la toile, il y a un logiciel qui en prend telle autre place, et toi, tu bourres une zone pour saturer la mémoire à un endroit défini, en espérant que ça passe sur les autres... En gros, c'est comme si tu prenais un cahier, t'écris pendant 3 heures, et ben forcément ça va traverser, tu vois, ça va traverser ta page. Ah. Ouais, c'est un peu le principe. Ok, mais du coup, comment tu sais une fois que t'as accès? Ah bah après, c'est-à-dire, comment tu sais si ça a marché? Bah ouais.
Ben, si t'es administrateur, tu testes une commande admin. Tu testes un truc que t'es pas censé avoir fait. Ah, mais donc, le processus, c'est que continuellement, tu remplis le fichier, tu fais Non. une commande admin, tu Ça, remplis le fichier. non, parce qu'une fois que t'as écrit dans ta zone mémoire que t'es administrateur, c'est fini. Ça y est, ta session, t'es passé administrateur et après, c'est la fête du cible, tu fais ce que tu veux. Ok, c'est Golemont, mais je comprends un peu mieux. Oui. Non, je vais pas faire la démo en live sur le site des impôts. Non. Déjà, parce que ça prendrait le temps, parce qu'il faudrait aller sur le serveur. Parce que le site internet, comme ça, il faudrait d'abord pouvoir se connecter au serveur, et après, c'est une fois que tu es dans le serveur que tu fais ça. Mais c'est des choses ouais, qui se font. En général, quand tu as un site internet, par exemple, tu vas essayer d'accéder te connecter directement sur le serveur, sans passer par le site, Ouais. via différentes techniques. Et après, l'élévation de privilèges via buffer overflow ou autre, c'est ce que tu vas faire après une fois que tu es déjà dans le serveur. Ok. Waouh, je suis perdu hein, quand même. Hein. Mais c'est fascinant. En fait, je comprenais pas que ça fonctionnait comme ça. Mais du coup, je comprends toujours pas comment tu peux vraiment y arriver, mais je matérialise un peu plus l'idée de la mémoire. La difficulté voilà, du buffer overflow, c'est de savoir où est-ce que tu veux écrire et comment tu peux te débrouiller pour atteindre cette zone-là. Attends, oui, il faut un schéma en vrai. Attends, je vais regarder. T'as buffer overflow. Est-ce que t'as des métaphores visuelles? Buffer overflow, password 1.2. What is buffer overflow? Waouh, c'est toujours pas compréhensible. Ouais. Stack. C'est que sur un programme, tu vois, chacune des variables a une taille de mémoire qui lui est définie, donc en bits. Ouais. Et toi, tu te débrouilles, c'est toujours pareil, tu te débrouilles pour tromper le truc et mettre un truc plus gros pour aller taper à l'extérieur. C'est juste ça. Ok. Voilà. Ouais, bah écoute, merci autant. Eh ben, avec plaisir. Bon stream. Vas-y, merci, au revoir. Ciao. Je crois que j'ai toujours pas vraiment compris. Toujours pas vraiment compris. Imagine une maison, le programme arrive dans le potager qui est normalement entouré de murs. Par une astuce, ils peuvent traverser le mur millimètre par millimètre. À la fin, ils sont dehors et peuvent accéder à toute la maison. Attends, le programme arrive dans le potager qui est normalement entouré de murs. Par une astuce, ils peuvent traverser le mur millimètre par millimètre. À la fin, ils sont dehors et peuvent accéder à toute la maison. Ah. Lever un peu le pied sur la technique, car voici des Non, en vrai, j'ai un peu compris des trucs. que je ne peux clairement pas vous expliquer. Car je vais pas mentir, j'y comprends rien du tout. Mais tout est en description si vraiment vous voulez vous pencher dessus. Mais dans l'idée, tout ça permet de préparer le terrain pour la suite de l'attaque qui va se dérouler en JavaScript. Ils exploitent des failles mémoire qui leur permettent d'élever les privilèges et de déployer un gigacode JavaScript de 11 000 lignes. Tu mates du speedrun, c'est vraiment la même chose. Hein? Genre, c'est très solide et c'est un peu le cœur du réacteur. Et pour ne rien arranger, tout est imbitable vu qu'ils ont obfusqué le code. Les hackers savaient que ce script pouvait être intercepté à un moment, alors ils ont rendu le code dégueulasse. Mais alors que des fois, moi, les trucs en informatique, j'ai du mal à comprendre, mais par exemple, mon frère, il avait réussi à m'expliquer un jour le truc des NFT. J'avais pas compris tout de suite, mais j'avais compris. Finalement, j'avais réussi à comprendre. Comment ça s'appelle là? Merde, comment on appelle déjà? Le blockchain, voilà, ça j'avais compris. Les hackers savaient que ce script pouvait être intercepté à un moment, alors ils ont rendu le code dégueulasse. Explique les NFT. En gros, est-ce que je ferais réexpliquer le blockchain? En gros, c'est comme si quand tu achetais un truc, tu avais un ticket de caisse, et que si tu donnais l'objet à quelqu'un, eh ben, tu lui donnes aussi le ticket de caisse, et ça rajoute, il rajoute sur le ticket de caisse le fait qu'il ait possédé l'objet, et quand il le redonne à quelqu'un d'autre, la nouvelle personne rajoute sur le ticket de caisse qu'elle a possédé l'objet. Et en fait, du coup, le ticket de caisse, le vrai ticket de caisse, tu peux toujours l'identifier comme étant le ticket de caisse le plus récent avec toutes les informations de ceux qui ont possédé l'objet. Et du coup, ça donne une authenticité
au ticket de caisse parce qu'il a une traçabilité au niveau de la possession. C'est pas trop mal, voilà. Du coup, ça rend ton fichier du ticket de caisse unique. Et du coup, ça crée une valeur unique numérique. C'est littéralement comme un historique de détenteur de bagnole. Oui, voilà. Comme quand t'achètes une baraque. Alors qu'en fait, elle possède pas que le ticket de caisse. Oui, c'est ça. En fait, quand t'achètes un NFT, tu achètes le ticket de caisse. Mais globalement, tout le monde peut faire une capture d'écran de ton objet. La seule différence, c'est que le ticket de caisse montre que tu es le dernier détenteur de cet objet. Voilà. L'obfuscation, c'est ça, c'est tu prends ton code et ton but, c'est de le rendre illisible pour qui que ce soit d'autre. Par exemple, enlever les noms de variables. Moi, j'ai vu déjà des obfuscateurs en faisant du reverse, où en fait, tes noms de variables, ça va être des mix entre des L minuscules et des I majuscules. T'en as genre 15 d'affilée. Et entre deux noms de variables, t'as juste un caractère qui change. Et du coup, en fait, tu dois te retaper à la main le truc. Donc, le comportement du logiciel, c'est exactement le même. Sauf qu'en fait, de le relire, c'est impossible, quoi. C'est la première... Enfin, c'est ça, c'est la première étape quand tu veux empêcher quelqu'un de comprendre ton code, de le reverse, ça va être de mettre de l'obfuscation. Ok, j'ai rien compris. Et en pleurant du sang, ils parviennent malgré tout à démêler tout ça. Et surprise, ils découvrent 2 nouvelles failles Zero Day. La première, c'est un integer overflow, que le groupe qualifie d'extrêmement simple et puissant, mais je vais laisser Mathis essayer de vous expliquer ça simplement. Oui. Puisque c'est super simple. Oui. Ils vont exploiter une faille dans une des fonctions du kernel. Tu mets la somme de deux valeurs dont la somme dépasse 2 puissance 64, et du coup, en fait, le dernier bit, le 2 puissance 64, il va être ignoré. Parce que du coup, tu peux pas stocker ça dans un registre à 64 bits. Et du coup, en fait, c'est ça, il va revenir à 0. Et donc, en fait, le pointeur de début et de fin de ta zone mémoire que tu réserves, elles sont effectivement toutes les deux incluses dans la zone du processus parent. Sauf qu'au lieu d'avoir, normalement, tu as genre le début et la fin de ta zone qui sont l'une avant l'autre, et ben là, tu en as l'une qui fait tout le tour, qui revient et qui est là. Et en fait, tu vas pouvoir dépasser et dire, bah moi, je veux réserver toute la mémoire du système, et il te dit, OK. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, tu as un accès complet à la mémoire physique de tout l'iPhone. Et tu peux aller taper allègrement dans les mémoires de différents processus. C'est hyper simple du coup de hacker un iPhone. Il suffit de spammer. Genre là par exemple, si je veux hacker mon propre ordinateur. Ah merde, ça c'était ma lettre. Je fais ça genre. Merci LTF4. Je vais le hacker. Continue comme ça va marcher. Oh. Plus vite. Ah, je vais me hacker. Merci Germain Simplex. Ça va marcher. Ça va marcher. Ah non, arrêtez, vous allez hacker le stream. Je me désolidarise. Mais Ilias, on est en train de hacker. Par contre, c'est le chat le plus golemon que j'ai vu. Vous êtes des golemons, hein. Vous êtes vraiment en train de faire comme moi derrière votre clavier, là? Vous êtes vraiment en train de... Vous êtes tout seul chez vous en train de faire ça devant mon stream, hein. Oui. Ah, je suis heureuse un peu. Ça, c'est ce qui est le cas sur la plupart des systèmes. iPhone, ils ont encore une couche de protection qui fait qu'au niveau hardware, va y avoir une... J'ai eu un warning de Twitch. OMG, mais ça veut dire que vous peut-être hacker Twitch. En vrai? Si vous le faites tous en même temps, on peut peut-être hacker... Non, on va pas faire ça. Application en plus qui va être faite, qui va du coup pas permettre de faire ce genre de truc. Donc dans n'importe quel système, tu pourrais aller chercher par exemple directement en mémoire les mots de passe de Google Chrome par exemple, ou aller lire les SMS, Signal, les trucs comme ça. T'as accès complet. Ici, ça va être un petit peu différent pour la lecture et l'écriture. Sur iPhone, ils ont des protections physiques qui disent, bah voilà, tel process, il n'a pas le droit d'aller lire à tel endroit. Donc même si tu trouves une faille qui te permet d'aller lire n'importe où dans la mémoire, donc vraiment si tu arrives à trouver une faille dans le kernel, et bah malgré tout tu peux pas t'en servir. Voilà, donc j'espère que c'était simple, et donc arrive la deuxième faille. J'ai rien compris. Celle qui s'attaque directement à des zones de mémoire bien spécifiques de l'iPhone, mais pour ça, il faut connaître un peu le matériel sur lequel on bosse.
Sur iPhone, les puces des iPhones et des Mac, c'est du SoC, donc System on Chip, qui DRAM. Connecté au DRAM. Fabrique, CPU, GPU, cache. fait qu'en fait, dans une puce... Oui, mais ça j'ai compris. Ça, en gros, c'est comme notre classeur, là. C'est en gros notre fichier de mémoire vive, il est là. Et ça, c'est les différentes sections de mémoire vive allouées. Tu vas avoir ton processeur, ta RAM, ta carte graphique et tout ça dans le même chip. Mais alors, la question... Pourquoi il y a un petit mur ici? Pourquoi il y a un petit mur, là? Sur ta carte mère. La mémoire est partagée entre tous les appareils. Et du coup, pour communiquer, en fait, ils mettent des valeurs dans la mémoire à des endroits bien précis qui leur sont réservés. Et ça, du coup, ça leur permet de communiquer entre différents devices. Et toutes ces zones sont dans une liste documentée et publique. On sait par exemple que si je mets des instructions de telle adresse à telle Le DRAM, c'est la mémoire, ok. adresse, ça va aller au GPU. On trouve donc des suites de milliers d'adresses pour communiquer à chaque composant. Sauf qu'il y a parfois des plages de milliers d'adresses dont on ne connaît pas l'utilité et qui ne sont jamais évoquées. C'est une zone mémoire, elle est inscrite nulle part, elle est documentée nulle part, elle est utilisée nulle part. Donc probablement c'est des trucs de debug pour les ingés de chez Apple. Ok. Et parmi ces dizaines de milliers d'adresses, l'exploit va en utiliser très précisément 6. Des adresses qui vont se révéler être extrêmement utiles. Si tu écris donc ces données dans ces 6 zones, et ben, tu as un process autre part qui va le faire pour toi et l'écrire en contournant complètement ces protections hardware qui t'empêchaient de le faire sur les autres zones mémoire que tu veux. Tu fais la passe décisive à ce truc-là, qui lui va faire très gentiment... En fait, du coup, quand tu fais un hack comme ça sur Kaspersky, soit c'est parce que t'es un gentil hacker et t'es en mode je vais tester leur logiciel, je vais m'entraîner, et si jamais ils trouvent la faille, bah bien joué à eux, ils vont la réparer. Soit c'est parce que tu veux voir si jamais ça passe, tu sais que tu peux faire des dingueries sur des gens qui ont Kaspersky. Mais tu prends toujours un risque quand même. Parce que dès que tu essayes de tester la faille, chez eux, bah tu mets des équipes au travail sur ta faille. Ou alors tu t'ennuies et tu veux juste le faire. Ouais. Faut que tu étudies exactement comment le truc il fonctionne et trouver comment minder le système. Généralement, on fait ça pour pouvoir changer l'iOS ou faire des trucs rigolos. Ok. Ok. Les valeurs que tu veux, où tu veux dans la mémoire. Et donc là, après, bah, tu peux remplacer le code d'un processus que tu veux, qui va être exécuté avec des permissions root. Enfin, tu peux faire vraiment... voilà, t'es chez toi, et là t'es... Voilà. Pourquoi t'essaies des trucs chez eux, tu peux faire tricard direct? Bah, en fait, si tu veux pas prendre le risque de... En fait, le truc, c'est... Quand t'es hacker, globalement, tu peux faire ce que tu veux. Mais la question principale, c'est la traçabilité. Genre, est-ce que tu vas te faire choper ou pas? Tu ne le sais pas. C'est ça qui est angoissant. Donc, en fait, quand tu fais un test... J'imagine que, certes, tu mets des équipes qui se mettent à travailler sur ton truc, mais au moins, tu as la confirmation rapide de voir si jamais les gens, ils ont réussi à pénétrer ta méthode, quoi, non? Du monde, et tu peux faire vraiment ce que tu veux. Le problème, c'est que ces 6 adresses MMIO un peu magiques, bah c'est pas du tout une info publique. I was not able to find anywhere. I checked different device trees for different devices, for different firmwares, and found nothing. I checked XNU source codes, the kernel images, kernel extensions, and also found nothing. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit ce sont d'énormes tryharders qui ont trouvé ça, soit il n'y a que les ingénieurs d'Apple qui peuvent savoir ça. Alors, est-ce qu'il y a une taupe chez eux? Ou est-ce que les hackers ont réussi à infiltrer leur serveur sans jamais se faire repérer? Eh ben, c'est impossible à dire et les rumeurs vont bon train. Reste la dernière possibilité, qui sera de toute façon impossible à vérifier, une collab entre une agence de renseignement, la NSA par exemple, et Apple. Du côté d'Apple, ils démentent officiellement. Merci Davilou pour le subwoofer à Monsieur Hibou. Toute implication. Et la NSA, comme d'hab, n'a aucun commentaire à faire à ce sujet. À ce moment-là, c'est plié. Ils ont tout ce qu'il faut pour s'éclater sur votre iPhone. Genre là maintenant, tout serait déjà parfait. Putain, mais ça veut dire que potentiellement, c'est une faille d'accès dont se sert la NSA. Et en collaboration avec iPhone, voilà. À cette étape-là, t'es déjà le roi du monde sur l'iPhone. Et pourtant, les attaquants, ils ont encore et encore, ils vont réexploiter, ils vont remettre une payload pour être vraiment sûr et certain qu'ils ne sont pas observés, pour être sûr et certain que la cible c'est la bonne, etc. Pour vraiment encore plus... La NSA me voit dans mes chiottes. Bah en gros, si tu reçois un triangle, peut-être t'es là, t'es en train de scroller, et d'un coup tu vois un triangle apparaître, c'est-à-dire que la NSA veut savoir ce que tu fais, quoi. Mais il faut le voir à une microseconde, quoi. Camoufler leur attaque.
Ils n'ont encore rien mis en place pour exfiltrer vos données, mais ils pourraient juste télécharger un malware qui ferait le taf. Et c'est ce que les chercheurs pensaient trouver après l'utilisation d'un tel exploit. Et pourtant, non. Car tout ça ne va servir qu'à une seule chose, lancer la chaîne de validators qu'on a vu avant. Et oui, le script qui fait le gros triangle jaune et son petit frère. Et il y a un deuxième validator qui va cette fois aller chercher davantage d'infos sur la cible, mais de façon beaucoup plus poussée qu'avant. Histoire d'être sûr que c'est bien ta cible que tu es en train de péter et que t'es pas sur un iPhone qui est en train d'être scruté par 15 chercheurs de sécu. Ouais. Ce serait pas de bol. C'est vrai que ce serait quand même assez cocasse, quoi. On veut un numéro de tel, un email, un identifiant Apple, la liste de toutes les applications installées et si la machine est jailbreakée ou non. Ok, donc de ce que je comprends, c'est une sorte de... Comment il dit ça Au début, il avait dit, là, quand il montrait le triangle, il disait c'était un confirmator. Et le confirmator, il a pour fonction, pour la NSA, si ça serait pour la NSA, d'envoyer un truc, un validator, pas un confirmator, un validator qui lui permet de récupérer très rapidement le minimum d'informations qui lui permet de vérifier s'ils sont en train de lancer un hack sur le bon iPhone. De vérifier que tu es sur le bon tel, oui. Dès qu'il voit qu'il y a le moindre truc, le moindre souci potentiel, déjà il nettoie tout, il plie les gaules et il reste caché, il exécute rien du tout. Et en plus, il envoie un petit rapport au créateur du virus pour qu'il puisse se préparer potentiellement à ce qu'effectivement il y ait une défense qui soit en train de se mettre en place. Il y a même une fonction pour détecter un éventuel antivirus, ce qui laisse penser que ça pourrait aussi infecter des Macs. En fait, les architectures de Mac et d'iPhone sont très proches. Le kernel, c'est quasi le même, ils appellent ça XNU. Tu vas avoir, pareil, en fait, les puces, c'est des SoC pour les deux qui vont utiliser, alors je sais pas si c'est exactement les mêmes fonctionnalités, mais effectivement, tu as des grosses similarités entre les deux, qui laissent entendre que soit l'exploit a été développé mais pas mis en œuvre, soit ils ont commencé à le développer mais ils sont pas allés au bout encore, soit qu'il a été développé, mis en œuvre et que là, actuellement, il est dans la nature, et que là, du coup, pour le coup, il n'a pas du tout été détecté. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, il n'y a plus d'obfuscation du tout. Toutes les fonctions dont on parle ici, elles sont écrites en clair. Les hackers pensaient sûrement pas que des gens arriveraient à aller jusque-là, mais pourtant, Kaspersky a réussi. Bref, si tous les feux sont verts et que vous êtes bel et bien une cible qui les intéresse, une requête est envoyée pour vous envoyer le malware final. Alors il prend quelle forme ? Félicitations, vous venez d'être triangulé. Votre iPhone est désormais directement connecté au hacker à n'importe quel moment. Enfin, presque, car ce virus n'est pas persistant. C'est-à-dire que si vous redémarrez votre iPhone, vous en êtes débarrassé. Enfin. Ok. Jusqu'au prochain iMessage piraté qui vous enverront dès qu'ils se seront rendus compte que ça ne fonctionne plus. Ok, donc c'est même pas un truc de phishing, quoi. C'est pas un truc en mode tu dois cliquer quelque part, y a pas de bait. Juste avec un e-message, ils ont accès au truc. Y a pas de confirmation de ta part. Du coup, c'est fort quand même, hein. Ça, c'est très chaud, bah ouais. Tu peux pas le savoir du tout, hein. T'as aucun comportement suspect, parce qu'en fait, même, tu vois, l'enregistrement du micro, qui est normalement même un truc que tu vois pas, quoi. Ils s'assurent que l'écran soit éteint quand ils enregistrent le micro, histoire d'être 100% sûr que tu te rendes compte de rien. Enfin, t'as aucun signe qui te dit que c'est ça ou pas, quoi. Et au final, ils pourront prendre tout ce qu'ils veulent. Localisation en temps réel, fichiers, processus, micro, mot de passe, album... Un e-message effacé que tu sais même pas qu'il est là. Dans ce cas-là, j'imagine que sur iPhone, dans ton onglet message, dans ce cas-là, tu vois apparaître un numéro avec rien dedans. Avec une conversation vide, non ? Ou alors il arrive aussi à supprimer la conversation. Même pas. Il a clean. Ah ouais ? Justement. Photo. En même temps, pourquoi se priver, hein ? Attends, ils ont quand même bien charbonné pour... Bien sûr, il efface ses traces. Oui, mais le temps qu'il est en train d'être sur ton téléphone, par contre, ça affiche dans la conversation ce truc-là. Par contre, quand il s'en va, il enlève ça. Après tous ces efforts, ils vont pas laisser ça, oui. C'est instant, ok. Arriver jusque-là, ce serait dommage de pas tout récupérer, quoi. Et dans tout ça, il y a même l'utilisation du machine learning. Les hackers vont se servir de la puce d'Apple qui s'occupe d'assigner automatiquement des labels à vos photos. C'est comme ça par exemple que quand vous cherchez chien dans votre galerie, votre iPhone vous montre uniquement des photos qui ont des chiens. Pour pas avoir à traiter des centaines de milliers de photos qu'ils reçoivent en flux continu, en fait, au lieu d'exfiltrer les photos, ils vont d'abord exfiltrer les tags
Donc typiquement, il y a tel mot qui a été détecté sur le truc, ou alors c'est un document scanné, voilà, l'iPhone va appliquer plein de tags dès que tu importes une photo dans la galerie, et du coup, ils vont utiliser ces tags-là pour derrière faire leur filtre, et en fait qu'ils n'aient pas à le traiter de leur côté, à mettre en place des suites de traitement là-dessus. Bref, vous l'avez compris, on est sur quelque chose d'extrêmement sérieux, qui étonnamment n'a pas fait tant de bruit que ça en dehors de la semaine. Waouh, en fait c'est fascinant. Au début j'étais en mode waouh c'est compliqué et tout, mais là je comprends l'ampleur du truc en fait. Faire tech, et encore, c'est très précis. Pourtant, au vu des vulnérabilités déployées et du malware qui est mis en place, on est clairement dans la même gamme que Pegasus. En fait ce qui fait bader c'est que du coup les gens chez Kaspersky, quand ils découvrent ça, si jamais ils le font savoir au public, c'est presque un bail de lanceur d'alerte en fait. Genre ils peuvent se mettre en danger un peu, parce que si c'est la NSA derrière, c'est chaud. Fonctionnellement, l'outil, il est tout aussi puissant que Pegasus. Je sais plus exactement comment ça marchait Pegasus, mais je crois que c'était à peu près pareil. Il suffit d'avoir le 06 de ta victime, et tu le donnes. Quand ils découvrent ça, ils sont heureux, t'inquiète. Bah je suis sûr que pour la boîte, ça fait plaisir quoi. Avoir potentiellement déjoué la NSA, ça donne envie d'acheter leur antivirus. Tu le donnes à tes hackers, et puis en 5 minutes, le truc est up et il tourne sur le système, et il aspire tout activement. Donc ouais, fonctionnellement, c'est la même chose, c'est les mêmes dangers, sauf que là, on ne sait pas qui l'utilise, on ne sait pas qui le vend, on ne sait pas tout ça, donc c'est même, je dirais même presque encore plus dangereux, et on ne sait pas d'où ça vient, et on sait pas. On parle de 4 failles 0 day, d'une infection en 0 clic, donc sans aucune interaction de l'utilisateur, et qui est indétectable sans faire un backup et de creuser très très loin. D'après des experts en cybersécurité, toute cette chaîne d'attaque pourrait facilement valoir dans les plus de 10 millions de dollars. On est sur du travail de qualité et sur des moyens potentiellement démesurés. Alors pourquoi est-ce que ça a fait aussi peu de bruit? Eh bien possiblement car il n'y a aucune attribution derrière. On ne sait pas qui attaque et on n'est pas certain des cibles non plus. Mais bon, vu les moyens employés, on se doute que c'est probablement un groupe étatique derrière tout ça. Kaspersky a décidé de la jouer safe et ils n'ont nommé personne comme responsable. Ils n'ont pas de preuves tangibles, donc ils ne préfèrent pas s'avancer. Mais vous savez qui n'a aucun mal à s'avancer et qui a communiqué dessus? Eh bien la Russie, via son agence de cybersécurité. Ah bah oui, évidemment. Mais également par le FSB, son agence de renseignement. Et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils balancent que c'est les Américains, tout simplement, et plus précisément la NSA, qui serait derrière tout ça. Et ils affirment même que ce serait en collaboration avec Apple. Ils n'apportent aucune preuve, mais voilà, c'est sur des communiqués officiels, qui sortent pile le même jour que le premier rapport public de Kaspersky. La NSA, comme d'hab, se contente de dire qu'elle n'a aucun commentaire à faire à ce sujet. Bon, évidemment, on connaît la Russie, ils peuvent dire un petit peu ce qu'ils veulent. D'un autre côté, il n'empêche qu'il y a malgré tout de grandes chances que ce malware provienne d'une grande puissance. Et c'est clairement du calibre de ce qu'a déjà pu mettre en place la NSA. Oui. La seule trace que les hackers ont laissée, c'est une liste de 40 emails chiffrés en MD5, depuis lesquels ils envoyaient les pièces jointes. Elles ont été retrouvées dans un des scripts qui permettait de supprimer les iMessages provenant des adresses mail en question, et il n'aura pas fallu longtemps pour les casser. Ils les ont donc fournis à Apple, qui en saura peut-être plus sur la source de l'attaque grâce à ça. Mais de leur côté, toujours aucune prise de parole. On sait juste qu'ils ont patché toutes les failles suite aux travaux de Kaspersky, et de leur côté... Si t'es un russe avec un iPhone, t'es déjà un collabo. Mais c'est même pas pour les Russes. C'est aussi pour tous les détenteurs d'iPhone qui font partie de la sphère d'influence russe. Il y a beaucoup de gens dans beaucoup de pays différents. Hein. Les chercheurs ont sorti un soft qui vous permet d'analyser un backup iTunes pour voir si vous avez été infecté ou non. Il reste cependant beaucoup de mystères autour de cette affaire. Vu les failles exploitées, on peut se demander si Apple était au courant, voire s'ils sont impliqués. Car on le sait, il y a plusieurs boîtes qui n'hésitent pas à collaborer avec les autorités, voire même à filer leur code source. Mais Apple lutte pour garder son image d'indépendance. Même lors de grosses affaires criminelles ou terroristes, ils restent toujours sur la même ligne directrice, ils n'aideront ni le FBI ni la NSA à déverrouiller leur matos. Et sur cette affaire, ils se contentent de commenter ceci. Nous n'avons jamais collaboré avec un gouvernement pour insérer des backdoors dans nos produits et nous ne le ferons jamais. Ce qui est certain, c'est que cette attaque, elle est démentielle. Les premières traces d'infection auraient eu lieu en 2019 et ont continué jusqu'en juin 2023, ciblant aussi bien des iPhones ayant plus de 10 ans que la dernière version de l'époque. T'as des vulnérabilités qui exploitent des trucs plus ou moins récents, mais dans le code quand même du virus, ça peut exploiter des iPhones qui sont jusqu'à il y a 10 ans, qui vont exploiter des fonctions spécifiques des super vieux iPhones. Donc, pareil, c'est depuis combien de temps ce truc-là est actif, on ne sait pas non plus. Alors, on ne saura sûrement Peut-être depuis le début. Hein. Jamais qui est derrière, ni ses cibles exactes, et encore moins ce qu'ils en ont retiré. On sait juste qu'ils ont déployé des moyens colossaux pour ça, et qu'ils ont tout mis en œuvre pour ne jamais être détectés, jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, on espère que ça vous a plu. Merci à Mathis d'avoir participé et répondu à nos questions. Ouais, c'est fascinant. Par contre, ouais, j'ai pas les compétences pour comprendre bien ça. Et surtout de nous avoir Mais je suis éclairé. contente de l'apprendre. C'était vraiment pas évident. Tous les liens sont en description si vous voulez plus de détails techniques. On a un Tipeee, un Patreon si jamais vous voulez nous donner des sous. On a un Discord, comme je l'ai dit, je suis sur Twitch, Insta, TikTok, on fait des formats courts, les shorts. J'ai un RIB que je peux vous envoyer si vraiment vous voulez nous soutenir. D'ici là, merci. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, salut. Ok. Je suis en bad, j'ai un iPhone. Oh putain, mais... Ouais, mais d'habitude, moi, Sylvain, c'est plus pédagogique sur les sujets qu'il traite. Mais là, c'était sportif, hein. Ouah, c'était sportif.